donc c'est Claire de Marsan qui vient nous régaler en nous parlant de David Hockney qui a été exposé cet été à l'espace Vuitton. Claire de Marsan est une adhérente assez récente mais volontaire parce qu'elle s'affronte à un sujet qui est important. L'exposition avait je ne sais combien d'œuvres, elle va vous le dire, et c'est un artiste qui a évolué aussi. Donc pas si facile que ça à cerner, peut-être malgré l'évidence de ses photos, mais qui sont plus complexes qu'on peut le croire comme ça au premier coup d'œil. Bonjour à tous, à toutes et tous. Oui. Cette exposition s'est donc déroulée du 9 avril au 31 août 2025. Donc c'est dire qu'elle est récente. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'affiche de l'exposition. Donc David Hockney 25. Alors pourquoi 25 ? Parce que c'est une exposition qui est focalisée sur les 25 dernières années du peintre. Mais en fait, l'exposition nous a présenté toutes les palettes et toutes les périodes picturales de l'artiste. Donc ça, c'est la deuxième exposition, c'est la deuxième affiche, pardon. Donc vous voyez que c'est un camailleux déjà de couleur. Et dans le coin gauche, vous voyez l'artiste tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un monsieur qui est né en 1937, qui a donc 88 ans et qui a supervisé l'exposition. Donc rien ne s'est fait sans lui, et c'est lui qui a fait venir des œuvres, car beaucoup sont dans des collections particulières. Alors, le lieu, c'était donc à la Fondation Vuitton. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent. La Fondation Vuitton, c'est à Paris, à la lisière du bois de Boulogne, et donc de Boulogne. Donc vous voyez, c'est un bâtiment magnifique qui a été créé par l'architecte Frangéri, qui est l'architecte qui a fait le Guggenheim à Bilbao. Donc, sous cet aspect, on peut y voir une sorte de navire. Bon, chacun y verra ce que son imaginaire lui dit. Donc, c'est très beau, c'est très grand. Et c'est donc ce qui permet de faire des expositions avec des œuvres très très grandes, parce que les musées parisiens, souvent, sont un petit peu bloqués par la taille des salles, maintenant. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit de la fondation. Donc métal, verre. Ça, c'est une œuvre, en fait. C'est un couloir, mais c'est une œuvre. Et ce qu'on voit là, le reflet, en fait, c'est parce qu'il y a de l'eau. Vous voyez, c'est donc l'effet vient de là. Donc ça, c'est très très beau, je trouve. Et en fait, on le voit quand on est dans l'escalier. C'est-à-dire que le coin noir, là, en fait, c'est le dessous de l'escalier. Donc quand on monte, on voit ces panneaux, et ça, c'est magnifique, je trouve. Donc un très bel endroit pour faire de très grandes expositions. Bon, ça, c'est la façade de la fondation le jour de l'exposition. Alors, David Hockney, qui est-ce ? Donc c'est un Britannique. Donc là, c'est dans ses jeunes années. C'est en 1972, et vous voyez que l'humour anglais, il pratique puisqu'il a un pinceau dans l'oreille. Alors, c'est un francophile qui a vécu en France à plusieurs reprises, mais qui a surtout vécu aux États-Unis, en Californie et à New York. Donc il a commencé à peindre dès son adolescence, ce qui fait qu'il a bien sûr une très très grande production, et donc il y avait plus de 400 œuvres présentées, ce qui est colossal. Donc j'ai dû faire des choix, parce qu'il était hors de question que je vous présente 400 diapos. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une exposition qui, en théorie, est centrée sur les 25 dernières années de création, mais nous allons voir quand même toutes les grandes phases du peintre, puisqu'il y avait des toiles emblématiques de ces périodes précédentes. Alors, ces débuts, en gros, on peut les concentrer sur 1958 à 1968. Avec un top en 1964
Donc de 1958 à 1964, ce fut le temps des études et de l'apprentissage. Donc il a donc fait des études d'art. Alors je précise que c'est quelqu'un qui était né dans un milieu très très modeste et qu'en Angleterre c'est compliqué quand on n'est pas quand on fait pas partie des élites de faire ce type d'études. Donc ça a été un petit peu complexe, mais il y est arrivé grâce à des professeurs qui ont détecté lors de la période du lycée ses talents. Donc il a débuté comme dessinateur de presse au Sunday Times, bon ça c'était pour gagner sa vie bien sûr, et il a commencé à peindre donc à peu près de 1958 à 1964. En 1964, il est parti en Californie, où il est resté donc pendant 4 ans, et il a découvert, bon, d'une part, l'Amérique, la richesse, la société de consommation, parce qu'effectivement, il avait grandi dans une Grande-Bretagne qui était totalement sinistrée par la Deuxième Guerre mondiale, et donc dans la pauvreté, la pénurie, etc. Et puis ses parents avaient très très peu de moyens, et en plus ils étaient 5 frères et sœurs. Donc la découverte de la Californie, ça a été pour lui une date clé dans ses choix de peinture. Alors j'ajoute que David Hockney était homosexuel et que quand il est parti en Californie, enfin qu'il est toujours, pardon, et que quand il est parti en Californie, c'était toujours un délit en Grande-Bretagne. Donc là-bas, il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre comme il l'entendait, avec qui il l'entendait, et donc ça a été ça aussi un très grand choc dans sa vie. Et il a exprimé cette découverte de la liberté, de la société de consommation, du soleil aussi, parce que bon, la Grande-Bretagne, c'était pas non plus la panacée à l'époque. Il a traduit par la peinture des piscines. Donc généralement, ce que nous les Français nous connaissons de ce peintre, c'est ça. Ce sont les piscines californiennes. C'est essentiellement ce qu'on connaît de lui. Mais vous allez voir qu'il a fait tellement d'autres choses. Alors, donc là, nous entrons dans l'exposition. Donc ça, c'est la première salle. Donc, oui, comme je vous disais, les salles sont très, très grandes. Et on n'appelle pas ça des salles, on appelle ça des galeries à la Fondation Vuitton. Et il y a 11 galeries. Et l'exposition remplit totalement les 11 galeries. Donc, c'est vous dire la taille. Donc ça, ce sont ses premières peintures. Où on ne va pas se cacher, le peintre se cherche. Bon, il n'a pas tout à fait trouvé le style, Hockney, même s'il y a des choses très très sympathiques. Alors ça par exemple, c'est un très beau tableau qu'il a fait quand il était jeune. Ça c'est son père. Et c'est un très beau tableau, mais de facture classique, qui n'a, comme vous le voyez, rien à voir avec les fameuses piscines. Donc, alors, il faut savoir que son père était comptable dans une petite entreprise et que donc là, on peut supposer qu'il est en tenue de travail. Donc, le Britannique, posé, calme. Mais son père, en fait, avait 2 visages. Il pouvait être aussi très original. Dans sa vie privée, il n'hésitait pas à être farceur, à s'habiller différemment, etc. Alors, j'ai choisi ce tableau parce qu'il exprime l'homosexualité donc du peintre, sachant qu'à l'époque, il fallait quand même faire attention à ce qu'on faisait, à ce qu'on peignait, mais on voit déjà qu'il a envie d'exprimer ça. Et là, je trouve que ça a un je ne sais quoi de Basquiat, bien avant Basquiat. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que j'ai vu une œuvre picturale qui évoquait Basquiat, sachant que Basquiat, bien sûr, n'était pas né à l'époque. Alors, ensuite, la salle des piscines. Alors, la salle des piscines, un monde de fou. Bon, là, j'ai trouvé une photo sans personne, miracle, mais en réalité, c'était compliqué de voir les fameuses piscines. Pardon. Donc là, il y a les 2 piscines emblématiques de David Hockney qu'il a réussi à faire venir à Paris.
Alors, le fameux The Bigger Splash. Donc, c'est l'œuvre la plus connue d'Hockney. Donc, il y exprime tout ce qu'il a découvert là-bas. Alors, c'est une peinture qui semble très simple, mais en réalité, c'est très difficile de représenter l'eau. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de figures géométriques. Alors, ce qu'on va constater dans l'œuvre d'Hockney, c'est que dans toute sa partie californienne, les courbes, c'est réservé aux vivants. Par contre, tout ce qui est ciel, mur, etc., c'est dans la figure géométrique. Donc, ce qu'il veut expliquer, c'est la joie de vivre, c'est la lumière, c'est un mode de vie qui n'existait pas en Grande-Bretagne à l'époque et dans lequel il s'est senti très très bien, il s'est senti libre et libéré. Alors, deuxième tableau emblématique des piscines d'Hockney. Donc là, il y a plusieurs titres. Alors, il y a Portrait de deux artistes, piscine avec deux figures, il y a plusieurs appellations. Alors, il faut savoir que ce tableau a une place particulière dans la vie d'Hockney. Parce que le jeune homme qui a la veste rouge, en fait, c'était son compagnon qu'il avait rencontré quand il est arrivé en Californie, où il donnait des cours d'art. Donc lui, c'était un des élèves. Et en fait, quand il a peint cette photo, son compagnon, David Schlesinger, lui avait dit qu'il le quittait. Et cet homme a brisé le cœur donc, du peintre, de l'artiste, parce que lui, à une époque où le mariage pour tous n'existait pas, il avait envisagé de passer sa vie avec lui. Et justement, ce jeune homme lui a dit que Hockney l'étouffait, qu'il l'empêchait de vivre, qu'il avait envie de vivre librement et pas comme un couple plan-plan. Et donc, il lui a dit qu'il le quittait. Et David Hockney en a fait une dépression très grave. Et donc, dans ce tableau, ce qu'il a voulu montrer, c'est que, disons que lui, il est sous l'eau, quoi. La personne qui est dans la piscine, c'est l'artiste, c'est David Hockney. Et ce qu'il a voulu faire aussi, il a voulu mettre en valeur l'artiste, son compagnon, pour lui dire mais non, je t'étouffe pas, je ne prends pas toute la place. Il en a fait le personnage central de son tableau. Mais ça n'a pas suffi puisque le jeune homme en question n'a jamais voulu revenir vivre avec David Hockney. Et donc c'est à ce moment-là que David Hockney a quitté la Californie une première fois. Il est venu en France, il a vécu à Paris, il a fait des voyages en Italie pour essayer de soigner sa dépression. Il est reparti à Londres. Enfin, là, il a eu 2-3 années d'errance et de dépression. Donc, voilà. Et alors, il faut savoir que ce tableau que David Hockney avait vendu pour quelques euros à un galeriste d'art parisien s'est vendu récemment chez Sotheby's plus de 90 millions de dollars. Voilà. Donc David Hockney, je ne veux pas être vulgaire, mais ça lui a mis un peu les crocs. Vous voyez, il dit que ça ne va pas du tout. C'est pas du tout sa conception dit de l'art. Mais bon, vous comprenez bien qu'il y a des gens qui spéculent, qui n'achètent pas des tableaux parce qu'ils aiment les tableaux, mais parce qu'ils pensent que ça va être un bon placement à terme. Voilà. Donc ce tableau ne lui a rien rapporté. Et il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent depuis avec. Alors, comme je vous l'ai dit, plus de 400 œuvres, donc j'ai été obligée de faire des choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai groupé par thème la présentation. Donc, en gros, Hockney, outre les piscines, il a peint énormément de portraits et ensuite énormément de paysages. Enfin, la nature, puisqu'il a peint aussi des villages, etc. Et il a ensuite, à la fin de sa vie, expérimenté ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Donc, il a fait de la photo, il a fait des vidéos, il a fait énormément d'œuvres avec l'iPad. Il a fait des œuvres avec un ordinateur, donc, et vous allez voir que c'est magnifique, alors que ce n'est pas l'idée qu'on se fait des œuvres numériques. Eh bien lui, il a réussi à faire des choses épatantes.
Donc les portraits, il en a beaucoup fait dans les années 60 et 70. Et là, c'est une période où il peignait dans des teintes douces, relativement douces, sachant qu'à partir des années 80, il va travailler sur des couleurs très très vives, voire tranchées. Et vous allez voir qu'il a fait des choses extraordinaires, avec des accords qui sont quand même très difficiles et qui pourraient nous crever les yeux, entre guillemets. Et vous allez voir que pas du tout. Et donc, il a toujours été extrêmement curieux de toutes les innovations technologiques, de toutes les techniques picturales, et il sait tout faire. Il sait tout utiliser, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui reste dans le monde, qui ne s'est jamais endormi sur ses lauriers, c'est extraordinaire. Donc ça c'est un autoportrait, plein d'humour british. Donc j'ai choisi ça parce que j'ai trouvé ça formidable. Vous noterez les charentaises au pied. C'est très très drôle. Il a beaucoup de recul sur lui-même. Et puis il a cette petite touche anglaise d'humour quand il s'habille, etc. En fait, tout est très étudié, quoi. Je veux dire. Bon, alors ça, la photo n'est pas terrible. Donc ça, c'est pour vous montrer la salle des portraits. Et montrer que l'accrochage, c'est pas évident de tout voir, c'était pas évident. Bon, là c'est mieux. Donc, il a peint qui, quand il a fait des portraits? Ben, son entourage proche, ses compagnons, enfin il n'en a pas eu 50, hein, ses compagnons, ses amis, sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, ses nièces, ses neveux, etc. Et puis des personnes de son entourage qu'il appréciait, pour qui il avait de l'estime. Jamais des personnes qui ne lui étaient pas chères. Vous voyez, il ne peignait pas quelqu'un qui creusait dans la rue. Il fallait qu'il ait un lien avec. Alors ça, c'est un très beau tableau qui s'appelle « Mes parents », n'est-ce pas ? Ça c'est très très beau. Alors on est un peu encore dans les factures d'Hopper. Donc vous voyez, tout ce qui est mobilier est géométrique, et après la courbe c'est pour le vivant. Donc ses parents ont dû poser des heures et des heures et des heures carrées, et il paraît que son père en avait ras-le-bol. En plus, ça c'est la troisième mouture, il a détruit les deux premières. Et on voit bien la différence qu'il y a entre ses parents. Donc, sa mère nous regarde, on voit qu'elle est là, qu'elle est attentive, alors que son père, qui devait en avoir ras-le-bol, a décidé de lire le journal. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le journal, il y a un rond avec 3 petites languettes violettes. Et les critiques d'art disent qu'il s'agirait d'aubergines et que ce serait inspiré d'un tableau de Matisse. Bon, là, je leur laisse la responsabilité de leur description, je ne sais pas. Et en Angleterre, il faut savoir que les tulipes, ça incarne l'amour durable. Donc, là aussi, les critiques d'art nous disent que ces tulipes vertes et jaunes représenteraient le couple de ses parents et l'amour qui les alliait pendant, je crois, presque 70 ans. Voilà. Et dans le miroir aussi, il y a des petites choses qui évoquent la Californie et la vie de David Hockney. Alors ça je l'ai choisi parce que justement, ça sort donc de l'entourage proche, mais ce sont les gardiens de musée de Londres. Ce sont des gardiens de musée de Londres. Parce que David Hockney allait beaucoup dans les musées londoniens, pour s'imprégner de ce qu'ont fait les grands peintres avant lui. Et il les a peints parce qu'il les voyait tout le temps dans les salles et que jamais personne ne leur adressait la parole. Et lui, il trouvait que c'était pas normal. Donc il leur a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'il les peigne, et bien sûr, ils ont tous été d'accord. Donc en fait, il y en a plus que ça, mais bon, là je pense que ça permet bien de voir l'esprit du tableau. Et donc c'est intéressant, j'ai trouvé que ça montre que c'est quelqu'un qui est très attentif aux autres.
Voilà. Alors ça, c'est sa grande amie Célia, grande amie de jeunesse, et son compagnon, et son mari. Donc il a énormément peint cette dame, parce qu'elle a beaucoup compté dans sa vie. Et donc ça, alors ça, c'est une autre salle des portraits, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, là, ça c'est un beau marin. C'est un marin français. Vous noterez qu'il y a Marine nationale sur son, je ne sais pas si c'est un béret ou son calot. Et bon, David Hockney était un peu coquin quand même, et manifestement il a peint beaucoup de marins, donc il appréciait les marins. Voilà, je crois qu'on ne va pas se mentir. Et c'est un très beau tableau, voilà. Donc vous voyez qu'à l'époque on avait le droit de fumer, donc il a une cigarette à la main. Bon, ça c'est un tableau qui est très connu aussi. Donc là on est en Californie. Donc ça ce sont deux. L'un c'est un metteur en scène, Christopher Isherwood, et l'autre c'est quelqu'un qui fait partie aussi du monde de la culture en Californie, parce qu'en Californie, les homosexuels déjà vivaient, je vous dis, maritalement, alors qu'en Europe, ça ne se faisait pas. En tout cas, c'était pas officiel, quoi. Donc là aussi, on voit du géométrique pour tout ce qui est intérieur mobilier, et deux personnes toujours dans des teintes relativement douces. Donc ça, c'était des gens qui l'appréciaient. Sinon, il ne les aurait pas peints. Ça, c'est une série d'autoportraits. Donc, il ne se flatte pas particulièrement. On ne peut pas dire. Vous voyez, là c'est dur quand même. Là, il est dur avec lui-même. Alors, c'est quelqu'un qui est très souriant, mais c'est quelqu'un qui a connu des épreuves, hein, comme tout le monde. Hein. Et donc, je vous ai dit qu'il avait fait une dépression très grave à la fin des années 60. Et donc, il a ses bons et ses mauvais jours. Et là, il s'est mis en scène. Et je trouve qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui a du recul, quoi, sur lui-même, quoi. Il s'est pas fait... Alors, ça, c'est un très beau tableau. Donc, c'est son amie Célia quand elle était jeune et son mari. Donc, des Britanniques, des Londoniens, qui faisaient partie de ce qu'on appelait le Swinging London, puisque Célia était styliste. Et c'est un très beau tableau. Les blancs sont magnifiques. Magnifiques. Et je trouve que ça a quelque chose d'un tableau italien. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais ça a un je ne sais quoi, oui, d'italien. Le chat est une splendeur, les fleurs sont une splendeur. Et l'expression de Célia est très douce. On sent que c'est quelqu'un, oui, qui est dans la douceur, qui est dans la zénitude, pourrait-on le dire. Lui, il a l'air un peu plus dubitatif face au peintre. Il se demande à quelle sauce il va être mangé, peut-être. Mais... Alors ça, c'est le compagnon actuel de David Hockney, qui est aussi la personne qui gère toute la manutention, les ateliers, le transport des toiles, etc., qui s'appelle Jean-Pierre Goncalves de Lima, je ne garantis pas ma prononciation, et qui, ce jour-là, n'était manifestement pas en forme. Donc, on ne sait pas pourquoi David Hockney a choisi... Enfin, il a fait d'autres portraits de lui, mais celui-là, bon, ça, c'est un très beau tableau. Alors, on pense que le tapis, c'est par rapport à ses origines sud-américaines, enfin latines. Par contre, on sent que la personne est un petit peu tourmentée quand même. On ne voit pas son visage, mais à travers la posture, à travers les mains, on sent bien que c'est quelqu'un qui est tourmenté. Ça, c'est Célia, il n'y a pas très longtemps. Célia, qui voilà, est devenue une bourgeoise britannique, bon, mais qui a toujours son regard doux. Célia aussi, qui a des chaussures Chanel, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui a un look peut-être Chanel, la question se pose. Et toujours son regard très clair, très
très doux, très bienveillant. Voilà, donc j'ai sélectionné que quelques portraits. Bon, vous avez compris qu'il y en avait énormément, mais bon, nous n'avons pas le temps de tous les voir. Alors les paysages, donc les paysages portent sur 3 sites. Alors la Californie, le Yorkshire, alors excusez ma prononciation, je ne sais pas si on dit comme ça, en Grande-Bretagne, et la Normandie en France. Donc en gros, il a peint les paysages des 3 endroits dans lesquels il a le plus vécu et qu'il a le plus aimé. Parce que bien sûr, il a visité, il a fait le tour du monde, David Hockney. Donc il a vécu dans ces 3 endroits. Actuellement, il vit à Londres pour raison de santé. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix parce qu'il ne peut plus marcher, donc il est très contraint, il est très dépendant. Donc il s'est résigné à revenir vivre à Londres. Donc les thèmes des paysages, bon alors, il y en a une infinité, mais si on doit faire la synthèse, il a peint les grands canyons de la Californie. Alors j'ai mis les monts parce qu'on ne peut pas dire que dans le Yorkshire il y ait des montagnes, donc j'ai mis les monts parce que c'est de la montagne moyenne si vous voulez. Des vues panoramiques, et après il s'est focalisé notamment sur les arbres, les villages, les jardins et les maisons anciennes en France. Les caractéristiques de ces paysages, c'est que la majorité sont faits sur des toiles immenses, mais immenses. Vous allez voir qu'elles remplissent des panneaux entiers de la Fondation, qui, comme je vous disais, est un des plus grands musées du monde. Et là, il a changé de palette, c'est-à-dire qu'il s'est mis à travailler avec des couleurs, mais absolument flamboyantes. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Et il a utilisé toutes les techniques, toutes les technologies qu'il a pu. Alors, là, on part en Californie. Donc, vous avez vu que là, les murs ont été tapissés de rouge orangé. C'est plutôt dans l'orange. Donc, ça, le gigantesque. Alors, ça, c'est la route. Alors, oui, il faut savoir qu'il avait acheté une maison en Californie et qu'il avait acheté un atelier, enfin, un local qui lui servait d'atelier. Et arrêté de voir ça, ce que vous voyez là. Donc, un jour, il s'est dit, et si je le peignais? Et si je peignais? Alors, je vais vous dire le titre exact. Donc, ça s'appelle Pacific Coast Santa Monica. C'est une huile qu'il a peinte en 1990. Donc, toutes les dimensions sont en centimètres dans cette exposition. Donc, en fait, ça fait 2 mètres par 3. Voilà. Donc, c'est la côte de Santa Monica. Alors, vous voyez que là, on commence à entrer dans les couleurs flamboyantes et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, wow, que c'est violent, que l'œil ne supporte pas. Alors, c'est vrai que, bon, à première vue, on se dit, oulala, et donc il faut prendre du recul pour les voir, parce que si vous êtes prêt, presque ça vous casse la tête, quoi. Mais c'est très très beau, franchement. Si vous aimez la couleur, la peinture un peu expressionniste, c'est magnifique. Alors, ça aussi, c'est une autre vue du même endroit, mais c'est vu différemment. Donc c'est un petit côté Matisse, effectivement. Les critiques d'art, là, qui cherchent toujours des références à tout, disent « Ah mais oui, là c'est Matisse, là c'est Matisse ». Oui, pourquoi pas. C'est très beau aussi. Et alors ça c'est extraordinaire. Donc ça s'appelle Bigger Grand Canyon. Donc là, je vous donne les dimensions. Ça fait 207 cm par 744. Autrement dit, ça fait 7,5 mètres de long. Et pour le faire, il a travaillé, là, je ne sais pas si vous voyez les carrés en filigrane, il a travaillé sur 60 toiles. En fait, ce sont 60 toiles qui sont collées les unes aux autres. Alors, un camailleux de rouge qui est exceptionnel.
Donc là, bien sûr, il faut se mettre au fond de la salle pour voir, mais bien entendu, c'était impossible parce qu'il y avait 200 personnes entre le tableau et puis vous. Donc ça, c'était un petit peu frustrant dans l'exposition. Donc là finalement, vous en profitez parce que j'ai pu trouver des photos. Donc là, presque à la limite, je trouve qu'on voit mieux que dans l'exposition. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc c'est le Grand Canyon en Arizona. Et franchement, c'est un très très beau tableau. Donc vous voyez qu'on voit un petit peu le ciel quand même tout en haut. Donc ça permet de casser un petit peu la violence du rouge. Le désert est dans les jaunes. Il y a un petit peu de verdure et tout ça fonctionne très très bien. Ça c'est exceptionnel. Et puis c'est aussi exceptionnel qu'on ait pu le voir en France. Là, on change. On part dans le Yorkshire, puisque quand sa mère est tombée veuve, et puis elle a commencé à avoir des ennuis de santé. Donc à ce moment-là, David Hockney a quitté la Californie et il est parti vivre dans le Yorkshire, là où sa mère donc passait sa retraite. Et il a redécouvert la Grande-Bretagne, il a redécouvert les saisons, il a redécouvert une nature qui n'existe pas en Californie. Et il s'est dit, eh bien, je vais essayer de le peindre, parce que ça, il ne l'avait jamais fait. Donc là, il est devenu fanatique des saisons, des moments dans la journée, et il s'est inspiré donc du peintre Monet, du peintre français Monet, qui a fait des séries comme ça, mettons dans une journée. Il peignait un site à 6h du matin, à 8h, 10h, etc., jusqu'au soir. Et donc, il s'est essayé à ça. Mais tout en restant dans une palette de David Hockney. Donc, il nous offre une vision du Yorkshire que personne n'avait imaginé jusque-là. Et presque, ça nous donne envie d'y aller, quoi. Donc ça, c'est ce qu'il voyait depuis la maison où il habitait. Hein. Donc ça, c'est le chemin, je crois que ça s'appelle. Donc ça, c'est en juillet. Donc c'est fait avec 2 toiles et ça fait 1,22 m par 1,83 m. Et là, ce sont les verts qui sont magistraux. Et puis il y a quand même du soleil, on voit qu'il y a du soleil, etc. Bon, on est au mois de juillet. Donc ça, c'est au mois d'août. Donc on sent que la nature a chaud, que c'est un peu plus fatigué. Les plantes sont un peu plus... voilà. Donc il a fait des séries comme ça. Alors ça, c'est aussi le Yorkshire, comme vous ne l'aviez jamais vu. C'est magnifique en vrai. Je vous assure, c'est... Vraiment, c'était une découverte, quoi. Vous voyez, les piscines à côté, presque, c'est fade, quoi. Donc, le Yorkshire, voilà, c'est très étonnant et ça fonctionne, une fois de plus. Alors, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Ça, c'est le petit village dans lequel il a vécu dans le Yorkshire. Et je trouve que c'est magnifique celui-là. Vraiment, il est très très beau ce tableau. Qui aurait imaginé qu'un village du Yorkshire pouvait être rouge? Personne. C'est sûr. Et pourtant, ça rend bien le côté cottage, etc. On a l'impression d'y être. C'est assez magique. Bon, alors ça, c'est pour vous montrer qu'il a fait aussi des choses plus classiques. Dans le Yorkshire. Donc les panneaux, ils sont présentés comme ça. Hein. Donc bon, moi je trouve que c'est un petit peu fade par rapport à ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi des gens qui aiment des peintures plus classiques. Donc il sait tout faire en fait, David Hockney. Je crois que c'est ça qu'il veut nous dire. Il veut nous dire, je peux tout faire. Alors ça, c'est très 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 sympa et original. Alors ça, ce sont des buissons d'aubépine, puisqu'apparemment dans le Yorkshire, il y a à certaines saisons une explosion de buissons d'aubépine.
Et alors, c'est très étonnant la façon dont il voit les fleurs. C'est très étonnant. On dirait un peu des créatures mystérieuses. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais c'est très étonnant. Très étonnant. On dirait un petit peu, vous voyez, il y a des ombres, un peu, des loups, je ne sais pas, enfin, on peut y voir ce qu'on veut, des renards. Alors oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il va des bananes, moi dans la salle, mais c'est, voilà. Bon, le ciel est un peu à la manière de Van Gogh, probablement, il a voulu s'essayer à ça. Mais là aussi, ça fonctionne. Toujours les fameuses aubépines, mais vu d'un autre point de vue. Voilà, on voit mieux que ce sont des buissons de fleurs. Donc toujours les routes autour de sa maison. Ah, ça c'est encore un autre style, c'est très très joli. Donc ça s'appelle L'arrivée du printemps, c'est un tableau qui date de 2011, qui a été fait avec 8 toiles et dont les dimensions sont de 1,83 m par 4,88 m, qui est très frais, Alors, les troncs sont rouges, mais finalement, ça ne nous choque absolument pas. Ou violet, d'ailleurs. Enfin, voilà. Tout est possible. Et on comprend bien que David Hockney veut nous faire partager toute la gaieté qui émane donc de ce printemps. Alors là, on arrive dans la salle, enfin la galerie des grands arbres. Donc, c'est la plus grande salle de chez Vuitton, de la Fondation. Et le tableau qui est au fond, là, c'est le plus grand tableau qu'a fait Hockney. Et il paraît que c'est le seul musée où on peut l'exposer. C'est tellement grand que... Donc, vous voyez, ces toiles-là, sur les côtés, qui sont quand même grandes, hein, là, nous paraissent petites comparées au fameux grand arbre. Et là, après, on passe dans une autre salle où il y a d'autres tableaux. Donc là, on ne peut pas s'asseoir. En fait, il y avait les dessins, il y avait des croquis sur lesquels il a travaillé avant de faire les œuvres finales. Donc, vous voyez quand même l'immensité de la chose. Alors, ça c'est grand, en fait. Donc, ça s'appelle Grands arbres près de Worcester, donc c'est un village du Yorkshire. Donc il a été fait en été 2008 sur 9 toiles. Il fait 2,74 m par 3,66 m. Donc c'est déjà un beau tableau. Bon, des arbres, alors c'est curieux comme il les fait touffus. Bon, on ne sait pas trop, mais lui, c'est sa vision. Et il l'a peint après à une autre saison, c'est-à-dire sans feuilles. Voilà. Donc là, il est encore sur une autre technique de l'arbre, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'arbres sans feuilles. Donc c'est le même bosquet que ce que nous venons de voir, même taille. Et ça, alors ça, c'est le fameux plus grand tableau. Donc, qui est aussi, c'est la même chose, 2007, mais bien sûr présenté différemment. Là, 50 toiles, il fait 4,57 m par 12,19 m. 12 mètres, il fait 12 mètres de large ce tableau. Donc là aussi, obligé de se mettre au fond de la salle, bon, pour le voir, parce que quand vous êtes devant, sincèrement, vous voyez un petit peu des troncs, enfin des bas de troncs, mais vous ne comprenez pas tout. Donc là aussi, c'est pas facile de le voir, ce tableau, et c'est vrai que je trouve que ici, finalement, on l'apprécie plus. Ça, c'est un bijou, hein, c'est un petit bijou. Donc, un travail sur la couleur qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ça fonctionne. Si vous regardez, c'est très soigné, tout est calculé. Alors je ne sais pas vous, mais moi là j'y vois comme une sorte de personnage, de bonhomme.
Mais bon, chacun y verra. Donc ça s'appelle tas de bois ou morceaux de bois découpés, enfin une chose comme ça, en anglais. Bon, les arbres sont bleus, mais ça ne nous gêne pas. Les feuilles mortes sont violettes. Il y en a d'autres. Ça, c'est vraiment un plaisir de voir ce tableau. Donc ça, c'est un autre tableau fait à partir du même endroit, du même tas de bois, mais vu dans l'autre sens. Et ça c'est un petit peu un ovni dans toute la série des arbres. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le tableau qui clôt donc toutes les galeries des arbres. Et je trouve que c'est très joli aussi. Alors c'est très inspiré, je trouve, des peintres français de la fin du 19e. C'est très très joli. Donc là, je crois qu'il pleut, parce qu'il doit pleuvoir de temps en temps dans le Yorkshire quand même. On va pas se mentir. Et là, il a convenu, le peintre, que sûrement il pleuvait. Donc là, j'ai une vidéo. Oui, parce que dans l'entrée de la fondation, il y a une vidéo qui passe en boucle, justement, et qui montre David Hockney travaillant sur le fameux tas de bois. Alors, oui, alors bien sûr, il y a des gens qui passent, oui. Donc vous voyez qu'il en a déjà fait un plus petit. Donc vous imaginez le temps que ça doit représenter de faire ces tableaux qui sont absolument gigantesques. Parce qu'il commence par un croquis, puis après il travaille sur les couleurs, il en fait des petits jusqu'au tableau final. Donc c'est quelqu'un qui, paraît-il, travaille tout le temps. Travaille en permanence. Et presque, parfois, ses amis trouvent que c'est presque... trouvaient quand il était jeune que c'était un bonnet de nuit, quoi, parce que ils aimaient bien sortir, etc. Et lui, non, il fallait qu'il travaille. Alors là, nous partons en France, en Normandie. Donc, quand sa mère est décédée, il est reparti à New York, un petit peu à Londres, et puis en 2019, il est venu juste avant le Covid, il savait pas ce qui allait arriver. Il est allé en vacances en Normandie, et là, il a eu le coup de foudre pour la Normandie. Donc, il s'est acheté une vieille maison typique, et il s'est installé avec son compagnon, donc M. Gonçalves de Lima, et il s'est mis à peindre, comme il avait fait dans le Yorkshire, son environnement. Donc ça c'est la route d'entrée qui mène à sa maison, enfin, comme il l'appelle, enfin, comme on l'appelle en anglais, enfin, bon, l'entrée 2019, donc c'est le chemin qui conduit à sa maison, qui est là, derrière. Voilà. Donc là, il a beaucoup travaillé avec l'iPad, et franchement, c'est totalement bluffant. C'est-à-dire qu'il a fait des huiles, il a fait des acryliques, il a fait des iPads sur les mêmes sujets, et franchement, c'est aussi bien quand c'est à l'iPad que quand c'est fait au pinceau. Il est très très fort. Il a une maîtrise des nouvelles technologies qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres peintres qui font aussi bien avec les outils numériques, mais vraiment c'est bluffant.
Alors ça c'est un petit bonheur, ça c'est merveilleux. Ça s'appelle Beuvron en Auge, donc c'est le village à côté de sa maison. C'est un bijou quoi, c'est un bijou. Alors ça fait un petit peu naïf. Là aussi jamais on avait vu la Normandie comme ça. Et je trouve qu'elle y gagne beaucoup. Et on a envie d'y habiter quoi. Enfin, c'est vraiment un village pour les enfants. C'est extraordinaire. Donc la halle, vous voyez la halle, la place, tout en montrant bien ce qu'est un village français, etc. C'est tout y est quoi. Et puis le rouge, ce rouge et bleu, c'est top quoi. Alors ça c'est une salle où il y a beaucoup de tableaux. Ça c'est fait à l'iPad tout ça. Donc il y en a des murs et des murs et des murs. Bon, je ne vous montre pas tout, mais bon, ça c'est plus classique, même s'il utilise beaucoup le verre Granny Smith finalement, pour montrer combien la Normandie, c'est un pays de verdure. Bon, donc ça c'est sympa. Bon, c'est plus classique. Vous voyez les planches. Il fait des planches et des planches et des planches. Il a une production mais incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui, même quand il dort, on se demande s'il peint pas quoi. C'est phénoménal. Vous voyez. Donc la Normandie à toutes les saisons, à toutes les époques, etc. Alors ça c'est un petit bijou. D'ailleurs, je trouve, c'est un petit bijou. Donc ça s'appelle le pommier, n'est-ce pas? Le pommier, c'est le tableau qui a été choisi pour faire la couverture du catalogue de l'exposition. Et c'est un véritable petit bijou. C'est frais, c'est gai, c'est joyeux. Et puis ça symbolise aussi beaucoup la Normandie. Hein. Mais c'est très très joli. C'est très joli. Donc vous voyez le fond un petit peu là aussi. Très inspiré par les peintres français. Ça aussi c'est un bijou. Donc ça c'est un jour de pluie, parce qu'il pleut aussi en Normandie. Pas que il n'y a pas que le Yorkshire qui a ses jours de pluie. Alors ça c'est en termes de couleur, je trouve que c'est exceptionnel, parce que il utilise deux couleurs complémentaires qui sont quand même très fortes, le vert et le rouge. Et il réussit avec ces deux couleurs à créer une atmosphère cosy. Donc je trouve ça techniquement très très fort. Bon, alors il adoucit un petit peu avec la nappe à carreaux. Donc ça en fait c'est quand il est dans sa maison et qu'il pleut. Voilà, il ne peut pas sortir, donc vous voyez il a sorti les livres. Derrière on voit bien la pluie sur la vitre, on devine le pommier derrière, en filigrane aussi, et donc, c'est comme si on y était. J'ai l'impression d'y être, moi, quand je regarde ça. Bon, ça, c'est pour vous montrer qu'il a eu sa période néo-impressionniste quand il était en Normandie. Donc, il a fait quelques toiles, comme ça. Parce qu'il aime beaucoup, beaucoup les peintres français. C'est très sympa. Hein. Donc ça c'est dans son atelier, enfin c'est dans sa maison de Normandie, donc vous voyez que c'est pas luxueux, hein, comme on dit, elle est dans son jus. Donc il faut savoir que tous ces tableaux, comme je vous disais, il a fait pour tous, il a fait des dessins préparatoires, il a fait des études. C'est quelqu'un en plus qui a étudié l'optique pour bien maîtriser tout ce qui est perspective, etc. C'est-à-dire que toute sa peinture est faussement naïve, ou elle est faussement simple. En réalité, c'est le fruit d'une grande complexité technique. Donc vous voyez là, alors là, il travaille sur une œuvre qui elle aussi est très grande. Quand il était donc en Normandie, il est allé voir la fameuse tapisserie de Bayeux, et qu'il n'avait jamais vue, et il a eu un coup de cœur. Il a dit mais ça c'est extraordinaire,
comment j'ai pu rater ça, etc. Et après, il s'est dit, ben moi, je vais faire ma tapisserie de Bayeux. Donc, là, ce qu'on voit, en fait, sur la table, c'est un des dessins de ce qu'il a fait. Alors, en fait, il l'a fait, là aussi, il n'y avait pas le même sujet hein, que sur la tapisserie. Il a peint, en fait, ce qu'il voyait depuis la maison. Donc, vous voyez, ça donne ça. Ça donne ça. Alors, je vais vous dire, bon, moi j'étais un peu déçue quand je l'ai vu. C'est un petit peu fade. Voilà, après tout ce qu'on a vu, quand on arrive là, oui, j'avoue, je pense que je ne l'ai pas peut-être apprécié à sa juste valeur picturale. Le fond gris, après tout ce qu'on avait vu, et puis en plus il y avait des gens devant, donc je n'en ai vu que des morceaux. Je ne suis pas sûre que la scénographie là, ait été la meilleure, je ne sais pas. Peut-être qu'un fond vert aurait permis, je ne sais pas. Bon, bien sûr, je n'ai pas les compétences sur le sujet, mais je vous avoue que ça c'est un petit peu décevant, alors que c'est une œuvre techniquement excellente, quoi. Hein. Donc là, je vous ai mis les panneaux pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc le contenu, parce que bien sûr, vous avez deviné que ça faisait plus de 10 mètres de long, bien sûr. Donc en fait, voilà, il a peint il a peint l'environnement, y compris sa voiture, le fameux pommier, etc. Ça, c'est la maison qu'il avait en Normandie, qu'il a toujours d'ailleurs, je crois. Donc à 2 saisons différentes. Toujours la maison. En fait, il l'a beaucoup peinte parce que comme il a été confiné là, c'était son principal sujet. Il ne pouvait pas sortir, donc il s'est retrouvé confiné en Normandie, sans pouvoir retourner en Grande-Bretagne, et en ayant des soucis de santé. Mais bon, finalement, il est resté jusqu'en 2024, et puis en 2024, il a été obligé de repartir parce que l'hôpital de Rouen, c'était trop loin, il a eu un gros problème. Donc il est retourné à Londres. Donc la maison sous toutes ses coutures. Ça, c'est le petit ruisseau qui passe derrière la maison, qui s'appelle la Drouette. Et là, on retrouve un peu les couleurs flamboyantes. Et ça, c'est très très joli aussi. C'est très frais, on passe un bon moment quand on regarde ça. Puis on voit l'eau, là, on y est, quoi. Je trouve que la force de certains de ces tableaux, c'est qu'on a l'impression d'être dans l'endroit. Alors là comme il aime beaucoup Monet, là il s'est fait plaisir, il est allé à Giverny. Alors il en a fait plusieurs, bon j'ai pris celui-là parce que je le trouvais, voilà, parce que c'est celui qui me plaisait le plus finalement. Donc c'est Giverny, vu par les jardins de Giverny, vu par David Hockney, et là aussi on y est. Bon, sachant que Monet a peint ça X fois, et qu'en fait il s'est un peu confronté à Monet, qu'il admire beaucoup. Bon, ça c'est encore la maison, mais dans une version plus Hockney, dirais-je. Voilà. C'est c'est très frais aussi, c'est très sympa. L'arbre est en fleurs. Bon, celle-là je l'ai mise parce que c'est la saison, mais non, parce que, bon, comme je vous disais, il y en avait tellement que c'était un peu dur. C'était un peu dur de faire des choix. Puis je me suis dit, bon, fin novembre, on va leur montrer. Donc c'est l'arbre de Noël qu'il a fait devant la maison pour Noël. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est très sympa aussi. Alors, il a fait des fleurs à l'iPad. Toujours pendant ces fameux confinements, qui n'en finissaient pas. Et donc, il s'est mis à travailler furieusement sur l'iPad. Donc, il s'essayait à faire des fleurs. Bon, c'est assez... C'est agréable. Donc, la salle des fleurs. Et il y a cette photo où il se représente devant les fleurs. Donc c'est assez amusant, toujours beaucoup d'humour. Donc là vous avez la photo et là vous avez les vrais tableaux.
Et là, vous avez la série d'autoportraits que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, là, on a vu tous les grands tableaux de l'exposition. Et donc là, on sort des grandes galeries, des plus grandes. Et donc, dans la dernière période de l'exposition, on y trouve quoi? Des tableaux de... Alors, il s'est essayé au tableau de maître. Bon, ça, beaucoup de grands peintres l'ont fait. C'est-à-dire que, bon là, j'ai utilisé un néologisme, j'ai dit des tableaux de maître ocnéisés. C'est-à-dire qu'il a repris des grands tableaux et il les a peints à sa façon. Bon. Alors, c'est pas le meilleur de l'exposition, mais puisque le sujet de l'atelier, c'est retour d'expo, je vous montre tout. Là, on voit aussi l'expérimentation d'autres techniques, donc des photomontages, des vidéos, des collages. Et ensuite, il faut savoir que dans les années 80 et 90, il a créé des décors d'opéra pour l'opéra de New York. Et donc là, j'ai une petite vidéo et j'ai aussi des photos puisqu'il y a une salle immersive, n'est-ce pas, où on peut voir ça. Bon, alors les tableaux de maître, ah oui, alors ça c'est dans le sas entre la sortie des grandes galeries et donc la dernière partie de l'exposition. On appelle ça le mur de l'inspiration. Donc c'est David Hockney qui a fourni toutes ces photos et ce sont toutes ces sources d'inspiration. Donc vous voyez, il y a des tableaux, il y a des photos d'artistes, il y a des images, il y a des paysages. Voilà. Donc, mais en fait, ça c'est dans un couloir et ça aussi très difficile à voir parce qu'en plus, comme c'est dans le couloir, il n'y a pas de recul. Donc là aussi, finalement, on le voit mieux ici que quand on est devant. Alors, donc ça c'est la salle des œuvres hocknéisées. Bon, vous voyez que c'est pas le meilleur d'Hockney, si je puis me permettre, mais bon, puisque ça fait partie de l'exposition, je vous montre. Donc j'ai sélectionné ce qui me paraissait être le mieux. Donc ça, c'est inspiré d'un tableau de Munch ou de Munch, je ne sais pas comment on dit. Bon, alors c'est très Hockney, donc c'est quand même réussi. Vous voyez, donc... Et il y a cette phrase relativement mystérieuse, on en sait moins que ce que l'on pense, ou ce que les gens pensent. Bon, ça c'est un petit peu... C'est une phrase qu'il utilise beaucoup. Bon, ça fait partie de ces petits mystères. Alors ça, c'est inspiré du 13 des maillots de Goya, qui a été photographe dessous. Bon, de toute façon, le tableau est toujours aussi violent, donc la scène est toujours aussi abominable, donc ouais. Ça, c'est très mignon, donc c'est inspiré d'un tableau de Frangelico que vous avez sans doute dû voir si vous êtes allé en Italie, bon, qui est très célèbre, l'Annonciation, et qui est très agréable aussi. Alors ça, il paraît que c'est inspiré par la danse de Matisse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la danse de Matisse en vrai. Bon, moi, je l'ai vu justement à la Fondation Vuitton. Bon, on est quand même très loin de la danse de Matisse. Je crois que le peintre s'est amusé là. Il s'est amusé, David Hockney. Bon, les tournesols, c'est pas forcément la meilleure version des tournesols, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. En plus, il y a plusieurs vases, enfin bref. Oui. Voilà. Et ça, c'est assez réussi, mais bon, c'est inspiré d'un tableau du peintre français Claude Lorrain. Bon, c'est un tableau biblique. Bon, oui. Alors, là, on arrive dans tout ce qu'il a essayé au niveau des nouvelles technologies. Donc là, vous voyez qu'il y a Célia, là. Célia qui assiste, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, ce sont des photomontages. Bon, alors, je ne vais pas vous expliquer comment c'est fait parce que je ne sais pas. Mais c'est très spectaculaire. Hein. Donc en fait, là, il a mis tous ses amis. Il a utilisé des photos ou des portraits qu'il a fait de ses amis. Donc là, il y a un jeu de miroir, vous voyez, qui est... Donc c'est une photo, hein.
C'est très très grand hein, aussi, ça couvre le pan de mur. Hein. Alors il y a un crâne en haut là, je sais pas, je pense qu'il y a des messages, parce que là il y a un petit crâne là, donc c'est sûrement ce qui attend tout le monde, là, je ne sais pas, il doit y avoir une petite symbolique de cet ordre. Alors ça c'est une vidéo, c'est la nature mais en vidéo. Vous voyez, donc on sent toute une recherche, comment exprimer la beauté de la nature, le calme, à travers une vidéo plutôt qu'à travers la peinture. Voilà. Alors ça aussi c'est une autre vidéo qui est très très sympa, qui s'appelle A Bigger Space for Dancing, de 2012. Ça aussi, ça occupe tout le pan de mur. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est fait avec plusieurs panneaux, comme l'étoile en fait. Et il paraît que c'est très complexe parce qu'en fait il y a 18 vidéos et il faut que les 18 vidéos représentent le tout quoi. Enfin, il faut que ça soit parfaitement synchronisé entre les jambes, le tronc, le visage, etc. Si le corps de la personne est sur plusieurs carrés. Donc il paraît que c'est une prouesse technique. Alors là, nous arrivons dans les salles de l'opéra. Donc ça, c'est un décor d'opéra qu'il a fait. Donc c'est une photo, c'est une image. Donc vous voyez, ça c'est la salle. Donc en fait, les salles immersives, il y avait des grands coussins, genre Fat Boy, sur lesquels on est censé se coucher. Eh oui. Oui. Donc quand on rentre, on est un peu surpris. Donc ça c'est un autre décor. Bon, là on voit la sortie de secours.
Donc ça, c'était Richard Strauss, etc. Ça, c'est un autre décor. C'est super. Ouais, c'est superbe ça. Ouais. Et ça, c'est très très beau aussi. On a l'impression d'être dans une grotte. C'est vraiment... oui, parce que la pièce était plongée dans le noir, donc on avait l'impression par moment d'être dans une sorte de grotte. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est une vidéo. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est la salle et les fameux coussins là. Donc évidemment, il y avait tout le temps des gens qui se levaient, qui repartaient. Bon. Mais c'était quand même, ça c'est une expérience très novatrice dans les musées français, parce que ça, j'avais jamais vu. Et finalement, c'est une très bonne idée. Voilà, donc là, nous arrivons à la fin de la présentation. Donc j'ai choisi deux autoportraits. Un où on voit David Hockney qui bosse et qui rit pas. On sent qu'il est sérieux, il est concentré. C'est un peu le David Hockney qu'on voit pas souvent. Et là, on voit le vieux monsieur rieur, farceur, plein d'humour, sur sa chaise avec son costume so british, n'est-ce pas, à carreaux. C'est tellement ça. Mais il a une casquette quand même. Là, c'est une photo qui a été prise par l'organisation de la fondation, lorsque la scénographie a été terminée. Et là, il est devant le tableau le plus récent. Et donc, c'est un autoportrait qu'il a fait en 2025, juste avant l'exposition. Donc vous voyez qu'il est très handicapé, mais il ne peut plus marcher en fait. Et donc vous voyez que par contre, il a tout supervisé et surtout il a fait venir des œuvres parce que ça c'était le plus compliqué. Donc ça c'est le tableau qui clôt l'exposition. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.